Merci beaucoup. Ça va? Vous m'entendez? Ça va? Alors, peut-être on pourrait commencer par une chose un peu générale, de dire que les images ne nous réveillent pas de nos rêves. Que les images, d'ailleurs, ne nous y replongent pas tout à fait. Bien qu'il y ait des manières de regarder les images de façon rêveuse. C'est Jacques Lacan qui assurait que c'est dans le rêve que la fonction du regard est à son meilleur. S'il a raison, ça voudrait dire que la meilleure façon de regarder une image et d'être regardé par elle, ça serait de la regarder en rêvant. Mais n'exagérons rien. Les images ne nous réveillent pas de nos rêves, de nos images de rêve. Cependant, je voudrais dire qu'elles réveillent nos rêves, qu'elles les prolongent en quelque sorte, et que cette sorte de prolongement est une sorte de soulèvement. Une image devrait non seulement éveiller notre attention, mais encore réveiller nos rêves. Alors, comment entendre cela? Eh bien, écoutez simplement la merveille du mot réveil. Réveil en français contient à la fois le mot rêve et le mot éveil. C'est comme si dans le réveil, le rêve lui-même se révélait déjà tendu dans le désir de sortir de soi. Et c'est comme si, inversement, l'éveil savait, à ce moment-là, ne pas oublier et ne pas effacer ce rêve dont il sort à peine, le faisant donc vivre ou le remettant en mouvement d'une nouvelle façon. On se souvient comment dans les parties de son livre des passages consacrés aux rêves d'avenir autant qu'aux réflexions théoriques sur la connaissance, c'est les sections N et K du livre des passages, eh bien Walter Benjamin faisait du réveil un paradigme fondamental pour la connaissance en général et pour celle du temps et de l'histoire, et donc de l'histoire de l'art en particulier. Je le cite. « Le réveil serait-il la synthèse de la conscience du rêve et de l'antithèse de la conscience éveillée ? Le moment du réveil serait identique au maintenant de la connaissabilité dans lequel les choses prennent leur vrai visage. Les choses prennent leur vrai visage, c'est-à-dire, dit-il, leur visage surréaliste. De même que Proust commence l'histoire de sa vie par le réveil, chaque présentation de l'histoire doit commencer par le réveil. Elle ne doit donc traiter de rien d'autre. Et cela est encore plus vrai pour l'histoire de l'art, bien sûr. Et c'est en cela même, va dire Benjamin, que le moment du réveil, donc, correspond dans la connaissance des choses humaines à celui de ce qu'il nomme l'image dialectique, cette image dialectique qu'il définit comme le phénomène originaire de l'histoire, pas moins. Entre Jung, qui aurait selon lui tout accordé au rêve, et Marx, qui aurait selon lui tout accordé à l'éveil, eh bien, entre les deux, le moment du réveil serait, aux yeux de Benjamin, la façon même de pratiquer une histoire à la fois donc matérialiste, mais capable d'entendre encore les puissances psychiques que l'éveil, en général, refoule. Une histoire attentive aux puissances que sont les désirs, dans la texture même des choses que sont les documents ou les images. Et là, la phrase extraordinaire, très connue d'ailleurs, c'est à cet instant que l'historien, et donc ça vaut encore plus pour l'historien de l'art, c'est à cet instant que l'historien, dit Benjamin, assume pour cette image la tâche de l'interprétation des rêves. Phénomène originaire de l'histoire, le réveil, en tant que tel, serait donc soulèvement du temps et de la psyché, pas moins. C'est par lui qu'un certain état de l'histoire
se trouve tout à coup ouvert, brisé dans l'émergence d'un moment nouveau, depuis longtemps et tout à coup, exactement comme dans l'économie temporelle, par exemple, d'un symptôme psychique. Tout à coup, c'est-à-dire tout à coup redésiré. Mais qu'est-ce alors qu'un réveil au rêve? Comment nos rêves de si fragile consistance pourraient-ils anticiper, par exemple, un soulèvement, voire participer d'un soulèvement? Il y aurait sans doute à revenir longuement sur une non moins longue histoire des rêves politiques. C'est un très beau sujet. Par exemple, je vous montre ce livre marquant qui a été écrit en 1933 par Charlotte Berrath, juste avant de quitter l'Allemagne, où elle interrogeait les rêves des gens. Qu'est-ce que vous rêvez maintenant que Hitler est au pouvoir, hein? Mais on peut aller bien plus loin dans le temps et commencer par ces onirocritiques, ces clés des songes, dont l'Antiquité fut si friande. Moi, je ne m'étonne pas que Michel Foucault, en fait, dans les séminaires de la fin de sa vie, où il s'interrogeait, je vous le rappelle, sur les rapports entre subjectivation, qu'est-ce qu'être un sujet, et vérité, et bien qu'il soit revenu à la question de nos rapports au rêve. C'est une question éthique, c'est une question sexuelle, c'est une question politique, c'est une question personnelle. On voit par exemple dans le séminaire de 1981 qui s'intitule « Subjectivité et vérité », où il est beaucoup question de l'onirocritique, des sciences des rêves de l'Antiquité, où en 1984, c'est-à-dire le dernier séminaire de Foucault, il est mort en 1984, qui s'intitule « Le courage de la vérité », pour la conséquence philosophique de cette analyse des rêves et des subjectivations. Foucault revenait à de très vieux problèmes formulés à l'aube de la culture occidentale, des problèmes où se noue dans le sujet humain la question de la vérité et la question de l'altérité. C'est très émouvant d'ailleurs que la dernière phrase écrite par Foucault pour son séminaire, c'est ceci: il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. Eh bien, Foucault, en 84, revenait non seulement sur un très très vieux problème qui remonte à l'Antiquité, mais il revenait sur un geste théorique qui avait été 30 ans plus tôt absolument fondateur de sa propre vie de philosophe et de chercheur. C'est 1954, puisque ce dernier séminaire c'est 84. L'année 54 a été pour Foucault, on voit ici Michel Foucault au centre, avec à gauche Jean Delay et à droite Georges Verdeau à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. 54, Foucault a 28 ans et il est dans un moment de décision cruciale. Toutes ces décisions font suite à un parcours dans lequel, depuis 1947, son intérêt pour les problèmes de psychologie avait été la conséquence des cours absolument bouleversants qu'il avait suivis, les cours de Maurice Merleau-Ponty sur l'union de l'âme et du corps en 1947 et sur le problème des sciences de l'homme et de la phénoménologie en 1949. Donc, Foucault a reçu en quelque sorte son inspiration première de ces deux cours, de ces 2 années de séminaire. Mais aussi son travail théorique et pratique dans le domaine de la psychiatrie. Il était entré dans le service de Jean Delay à l'hôpital Sainte-Anne. Au même moment, une angoisse existentielle énorme qui d'ailleurs a fait échouer Foucault à l'agrégation en 1950, l'a fait même envisager son propre internement à Sainte-Anne, l'a fait tenter quelques expériences limites, d'alcool en particulier, une brève cure de désintoxication, la lecture passionnée de Georges Bataille et de Maurice Blanchot et bientôt de Friedrich Nietzsche, la relation intense nouée avec le compositeur Jean Barraquet,
le fait d'assister avec passion au séminaire de Jacques Lacan de 1953, son enthousiasme pour le surréalisme, en particulier pour la poésie de René Char, sans compter une attention probable, mais là, je n'ai pas de document, à ses propres rêves, et en tout cas, 2 tentatives de suicide en 1948 et en 1950. Voilà, c'était très agité à ce moment-là pour Foucault. Finalement, il sera reçu à l'agrégation de philosophie en 1951 grâce à une remarquable grande leçon, on appelait ça les grandes leçons, et le sujet qui lui avait été demandé par Georges Canguilhem, président du jury, c'était la sexualité. Et il a fait une très belle grande leçon. Il a obtenu ensuite son diplôme de psychopathologie à l'Institut de psychologie de Paris. 54 pour Foucault, c'est l'année des premières publications. D'abord, Maladie mentale et personnalité, un petit livre commandé par Louis Althusser pour une collection destinée aux étudiants. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le parcours est déjà très intéressant de ce petit livre, c'est-à-dire que au lieu de parler de la maladie mentale en termes d'évolution, comme le faisait la médecine organique, il en parle sous l'angle de ce qu'il appelle une histoire individuelle que venait compléter une approche de la folie en termes, et maintenant les mots arrivent, les mots fondamentaux arrivent dans son vocabulaire, en termes d'existence et en termes de forme d'expérience. Donc l'existence et là l'expérience. Rien de tout cela ne devant dispenser d'une approche plus globale, plus historique, plus sociale, c'est-à-dire approcher la folie en termes de culture. Donc on est à la fois dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience comme chez Bataille, de l'existence comme chez les phénoménologues, et en termes d'histoire culturelle, ce qui est extrêmement intéressant évidemment pour nous, historiens de l'art. À travers tout ça, l'appel à des expériences limites des poètes, Hölderlin, Nerval, Nietzsche, Roussel, Artaud, autant d'exemples à travers lesquels Foucault en appelait à une sorte de libération, tragique évidemment, de la déraison elle-même, une sorte de déraison en quelque sorte respectée comme expérience et comme existence. L'autre engagement crucial de Foucault à cette époque concerne la question plus générale qui intéresse ce festival aujourd'hui, des rapports entre l'existence et le rêve. Dès 1951, le jeune Foucault avait participé aux travaux donc de laboratoire d'électroencéphalographie de Georges Verdeau et de sa femme Jacqueline, avec lesquels il était très ami, ça dans le cadre du service du professeur Delay à Sainte-Anne. Et là, lecture conjuguée de 3 grands auteurs fondamentaux pour tous ces problèmes, Husserl, Heidegger, et le troisième, le plus important en réalité, Binswanger, Ludwig Binswanger. Ludwig Binswanger a une aura familiale extraordinaire puisqu'il est l'héritier direct de son oncle, qui s'appelait lui aussi d'ailleurs Ludwig Binswanger. Et le premier Ludwig Binswanger, c'est le psychiatre qui a soigné Nietzsche. Lui, Ludwig Binswanger, le neveu, c'est lui qui a soigné, par exemple, Nijinsky dans sa clinique de Kreuzlingen, ou bien sûr, ce qui importe beaucoup aux historiens de l'art, c'est lui qui a soigné, c'est-à-dire c'est lui qui a dialogué avec Aby Warburg. C'est lui en particulier qui demandait à Aby Warburg cette fameuse conférence sur les Indiens Hopis de 1923. Donc Binswanger menait, et ça Foucault en est prévenu donc dès le début des années 50, un travail absolument décisif au confluent de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la phénoménologie et de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de la culture.
Très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Foucault est allé, avec le couple Verdot, il est allé rendre visite à Binswanger dans sa clinique de Kreuzlingen, la clinique Bellevue, celle où Warburg avait passé plusieurs années, ainsi que son collègue Roland Kuhn dans un hôpital tout proche de Münsterlingen. Et c'est là qu'en mars 1954, le jeune philosophe assiste à un carnaval de fous qui avait lieu tous les ans, qui devait être d'une très grande incidence pour son travail ultérieur, pour l'histoire de la folie. Il voit un endroit où les fous, en quelque sorte, prennent le pouvoir dans le village, si vous voulez. Et cette espèce de dimension carnavalesque, évidemment, intéressait beaucoup Foucault. Il discute avec Binswanger et il traduit pour son usage personnel quelques textes majeurs de Binswanger et participe au projet de publication de ce grand livre, de ce grand texte qui s'intitule « Le rêve et l'existence ». Le livre dont vous voyez la couverture là sur l'image, il est épuisé depuis très longtemps. Vous retrouvez le texte du rêve et l'existence dans l'édition que je vous montrerai un peu plus loin, aux éditions de Minuit. À ce moment-là, en fait, c'est Jacqueline Verdot qui va traduire le texte pour les éditions, mais Foucault demande à Binswanger s'il serait d'accord que lui, Foucault, fasse une introduction. Binswanger accepte, et l'introduction est beaucoup plus longue en réalité que le texte original de Binswanger. L'introduction est proliférante. Et en fait, c'est l'introduction de Foucault à sa propre œuvre. C'est un texte fondateur pour Foucault. C'est le premier, d'ailleurs, vous savez, les 10 et écrits, cette collection des textes de Foucault, c'est le texte numéro 1, 1954. Il a une valeur stratégique et inaugurale, vraiment, dans l'œuvre de Foucault tout entière. Je vais essayer de le montrer. Binswanger avait déjà fait le pas assumé par Foucault dans son premier petit livre du fait que la folie n'a rien à voir avec un problème organique d'évolution, mais qu'il s'agit d'histoire, Geschichte, histoire, l'histoire de quelqu'un. Il s'agit d'histoire et il s'agit d'existence, Dasein, non moins que de culture, histoire, existence ou expérience, culture. Nous sommes donc assez proches de quelque chose qui a à voir avec l'histoire de l'art, et de toute façon, Binswanger, qui avait beaucoup discuté avec Warburg, a une psychiatrie influencée par l'histoire de l'art. Le rêve comme la folie n'ont rien à voir avec un quelconque déficit de fonction de conscience, par exemple. Pas du tout. C'est pas une moindre connaissance du monde. La folie ou le rêve ou le symptôme marque pour Binswanger la conjonction d'une histoire intérieure et d'une histoire culturelle. Avant Le rêve et l'existence, Binswanger a écrit un livre qui n'est pas traduit en français, qui est une sorte d'histoire culturelle du rêve, qui est passionnante. Foucault voyait donc déjà dans ce travail une vocation explicite à l'anthropologie, ce qui caractérise, me semble-t-il, dans la longue durée, tout le chemin qui va de Histoire de la folie jusqu'à Histoire de la sexualité, et qui nous intéresse, nous, historiens de l'art, à titre de, je dirais, méthodologique. Cette façon d'aborder les choses qui est, je dirais, pratiquement inépuisable chez Foucault. Mais surtout, le livre de Binswanger, Le rêve et l'existence, proposait une façon inédite de ce que j'ai commencé d'appeler le réveil au rêve. Que ce soit dans l'expérience éveillée. Par exemple, il vous arrive quelque chose de totalement inattendu. Vous êtes tellement surpris ou surprise que vous dites alors là, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Magnifique expression. Ou bien vous rêvez que vous tombez de façon interminable, que vous tombez des nues. Dans tous les cas, affirme Binswanger, ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle une direction de signification. Ce n'est pas une question de
de symbole. C'est une question d'existence. Direction de signification. Bedeutungsrichtung. Direction de signification qui se trouve authentiquement en jeu dans la surprise dont je viens de parler, dans une expérience, dans un rêve. Mais bien sûr, quand on regarde un tableau, on est tout le temps en relation avec des directions de signification qui ne sont pas strictement réductibles à ce que serait, par exemple, la psychologie d'un personnage dans un tableau. Ça, c'est pas très intéressant. Mais regardez, par exemple, dans un des tableaux les plus connus du monde, Guernica, il y a des directions de signification. Les yeux sont tendus de gauche à droite. Les yeux, les bouches, les bras. Et même Picasso donne des indications vectorielles, presque abstraites, comme cette flèche, pour indiquer qu'il y a des directions de signification. Dans tous les cas, grâce à cette sorte de vecteur de dynamisme, le monde devient tout à coup autre. C'est une question, commente Binswanger avec le vocabulaire de Heidegger, c'est une question de Dasein, d'être là. Ce que ça révèle, c'est une structure ontologique fondamentale. Et cette structure ontologique fondamentale, on peut en parler de façon très simple, et on peut même en parler avec Aby Warburg, puisque Warburg avait lui-même, très peu de temps auparavant, au même moment où Binswanger écrivait son texte, il avait dédié une planche entière de son Atlas Mnemosyne à cette polarité du haut et du bas, à cette polarité de la chute et de l'ascension. C'est la planche numéro 56. Dans ce genre de cas, par exemple dans le cas de la chute, Binswanger dit « Ontologiquement, nous heurtons le fond. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une rhétorique de l'inconscient, ce n'est pas une stylisation de l'existence, c'est un style d'existence. C'est très différent. C'est une vie autre qui s'éveille dans le rêve. Le rêve et l'éveil seront donc placés au même niveau de vérité et de subjectivité, si ce n'est, écrit Binswanger, je cite, que l'homme vigile jaillit du rêveur au moment insondable où il décide non seulement de vouloir connaître ce qui lui arrive, mais aussi d'intervenir lui-même dans la marche de l'événement, d'introduire dans la vie qui s'élève et tombe, d'introduire l'histoire. L'histoire, elle est éveillée. On sait par Binswanger lui-même que cette approche du rêve et du réveil, en termes de stylistique, par exemple, Binswanger est quelqu'un qui a parlé des symptômes comme de style. Par exemple, il y a tout un livre sur le maniérisme, un livre de psychopathologie de Binswanger. Donc, ce qui fascinait Foucault, c'est que Binswanger puisse parler de ces événements de notre existence en termes de style et non pas en termes de sémiologie, que ce fût une sémiologie d'ordre médical ou une sémiologie à la nouvelle manière, par exemple chez Lacan. D'où une certaine critique de Freud chez Binswanger, qui est une critique absolument magnifique parce que c'est une critique amicale, c'est une critique très tendre. Binswanger n'a jamais coupé les liens avec Freud. Ils ont été amis toute leur vie. Et ce que faisait Binswanger avec Aby Warburg à Kreuzlingen, c'était une psychanalyse de type freudien. Mais il critique l'obsession du rêve comme rébut, comme image de vinette, comme trope rhétorique, comme signifiant à déchiffrer, dirait Lacan, en vertu de quelque chose de plus important pour lui, Binswanger, qui est une sorte de puissance phénoménologique du rêve lui-même. Parce que dans un rêve, quand je rêve que, par exemple, que je me lève, on rêve qu'on se lève, on rêve qu'on s'élève, on rêve qu'on se soulève, on rêve qu'on franchisse des murs, on rêve qu'on s'envole, etc. C'est toute l'existence qui est engagée d'un bloc ou d'un bond dans cette image. C'est un mouvement de l'être, ce n'est pas une figuration de signe. C'est quelque chose qui ne demande pas, dit Binswanger, un simple déchiffrement d'interprétation, ce qui correspond à
au verbe allemand deuten, la Traumdeutung, l'interprétation du rêve, mais qui demande quelque chose d'autre, qui se dit en allemand verstehen, comprendre, et erfahren, faire soi-même l'expérience. Et Foucault, là, est fasciné. Il est fasciné par cette approche immanente et non pas surplombante des phénomènes psychiques. Et son introduction du texte de Binswanger va en fait radicaliser les propos de Binswanger bien au-delà de Binswanger lui-même. Ça, c'est la jeunesse de Foucault. C'est son côté, je dirais, agressif, c'est son côté prise de risque, et bien au-delà des commentateurs les plus avisés de Binswanger, que sont Roland Kuhn, Henri Maldinet et un peu plus tard Pierre Fédida. Foucault écrit lui-même dans son introduction « On nous reprochera d'avoir non seulement dépassé la lettre des textes freudiens et husserliens, mais encore d'avoir inventé de toutes pièces une problématique que Binswanger n'a jamais formulée et dont les thèmes ne sont même pas implicites dans ses textes. » Donc il assume en fait de faire de la surinterprétation. Et à cette objection, il se répond à lui-même de façon très crâne. « Ce grief nous est de peu de poids parce que nous avons la faiblesse de croire à l'histoire, même quand il s'agit de l'existence. » C'est ça l'enjeu de Foucault, c'est mettre de l'histoire quand il y a de l'existence. Et 30 ans plus tard, dans les séminaires de la fin de sa vie, il va dire exactement la même chose sous une forme inversée. Il va dire « je crois à l'existence, même quand il s'agit de l'histoire ». Ces deux termes, existence et histoire, devant être associés de toutes les façons possibles. Et c'est ce qui fait que dans le texte de Foucault, en introduction à ce livre, il y a des exagérations faramineuses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais ça n'a aucune importance. Exit la psychanalyse, exit la philosophie, voilà, ils ont tous tort. Et ce que veut retenir Foucault est extrêmement précieux. Il veut retenir de tout ça qu'il ne faut pas faire de la psychanalyse, il ne faut pas faire de la philosophie, il faut inventer, dit-il, mais c'est magnifique comme projet, une anthropologie de l'imagination. Je cite, « L'anthropologie peut donc se désigner comme science des faits du moment qu'elle développe de manière rigoureuse le contenu existentiel de la présence au monde. Elle n'est ni philosophie, ni psychologie, dans son effort pour mettre au jour le point où viennent s'articuler les formes et les conditions d'existence. Articuler les formes et les conditions d'existence, il n'y a pas de plus beau programme, je pense, pour une histoire de l'art. » Voilà donc qu'en 1954, un jeune philosophe, passionné de rigueur autant que de déraison, passionné de faits concrets autant que de fantasmes, d'éthique autant que de transgression d'ailleurs. Voilà donc comment il entend mener son propre réveil au rêve. Il dit que dans le rêve, c'est l'existence qui s'éveille. La conscience est endormie, mais l'existence s'éveille. Dans le sommeil, la conscience ne fait que s'endormir, mais dans le rêve, c'est l'existence qui s'éveille. Jusqu'où faut-il comprendre ce phénomène? Et ma question ici, parce que, vous savez, le grand livre d'esthétique, c'est la critique du jugement de Kant. Vous vous souvenez qu'il y a deux parties, que la première partie est esthétique, que tout le monde lit, et que la deuxième partie, que personne ne lit, elle est sur l'éthique. Et que donc l'articulation de la sphère esthétique et de la sphère éthique est un des sujets les plus importants, je pense, de l'esthétique. C'est cette articulation. Or, c'est ça que veut Foucault, c'est ça que cherche Foucault. L'articulation d'une sphère esthétique au vrai sens du terme, parce que quand j'ai l'impression que je tombe, c'est une esthésie, c'est une sensation. En quoi cela touche-t-il la sphère éthique, voire la sphère politique comme telle? La réponse de Foucault, elle est prophétique, enfin, elle est grandiose, elle est à la mesure de ce qu'il cherche pour son œuvre future, hein.
C'est un jeune philosophe qui parle. Il dit « Le rêve annonce à l'homme le monde en se faisant lui-même monde. » Voilà le rêve. C'est une affaire de destin, fut-il tragique. C'est une affaire en même temps de désir. C'est une affaire d'avenir ou c'est une affaire d'advenir autant que de mémoire ou d'autrefois. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, c'est cette temporalité paradoxale où gît le problème éthique lui-même, et ce problème éthique qui va être traité 30 ans plus tard n'est autre que le problème de la liberté. Le visage que l'homme décide de donner à son destin. En disant cela, Foucault, de façon avec un peu de mauvaise foi, mais peu importe, ignore que Freud l'avait dit tout à fait. Freud, à travers cette notion magnifique de Freiheitsdrang, de pulsion de liberté, si vous voulez, de pousser à la liberté. Peu importe. Ce que Foucault, éventuellement en ignorant Freud, veut absolument dire ou redire, c'est comment jusqu'au creux d'un rêve, jusqu'au creux d'une chute ou d'un envol dans le rêve, comment assumer sa subjectivité en tant que sujet libre. Il repart d'Héraclite pour ce faire, il cite Binswanger, citant Héraclite, et il ajoute à cela quelque chose qui sonne à mes oreilles comme une paraphrase de la définition que Baudelaire donnait de l'imagination. Foucault écrit « Le monde du rêve n'est pas le jardin intérieur de la fantaisie ». Et Baudelaire avait dit « Il ne faut surtout pas confondre l'imagination avec la fantaisie personnelle ». Il avait bien raison, d'ailleurs. C'est dans les notes sur Edgar Poe. Foucault continue « Si le rêveur y rencontre son monde propre, c'est parce qu'il peut y reconnaître le visage de son destin, il y retrouve le mouvement originaire de son exigence et sa liberté dans son accomplissement. » Voilà, c'est très ambitieux, c'est une façon de reconnaître dans le rêve une fondamentale puissance du désir, ce qui aboutit à une formulation déjà caractéristique, je dirais, du style très lyrique de Michel Foucault, très beau, très classique et très lyrique. Je cite « Le rêve, c'est déjà cet avenir se faisant, le premier moment de la liberté se libérant, la secousse secrète encore d'une existence qui se ressaisit dans l'ensemble de son devenir. » Magnifique. Et c'est là que l'avenir se constitue comme liberté, dans le rêve. Eh bien, exactement, Foucault dira la même chose des années plus tard dans un texte très à la mode maintenant qui s'appelle, vous savez, les corps utopiques et la question des hétérotopies et des hétérochronies. À savoir une sorte de mouvement libératoire du sujet. Et sans revenir sur ces choses plus récentes de Foucault, je rappellerai que le nœud du commentaire de Foucault, le nœud du commentaire qu'il donne au texte de Binswanger, c'est qu'il cite et commente ce qui est au fond le plus bel exemple du texte de Binswanger et que je vais vous lire parce qu'il est juste très, très beau. Il s'agit d'un rêve, tout simplement, d'un récit de rêve. C'est un rêve rythmique. C'est un rêve dans lequel les vagues se forment, les vagues fluent et refluent. Comme dans les rêves, ça arrive, elles s'immobilisent mortellement, puis elles retrouvent leur énergie de soulèvement et de propagation heureuse. C'est une des patientes qui raconte ce rêve à Binswanger. Et je cite donc Binswanger, et Foucault reprendra exactement ce récit de rêve pour le commenter. « Je me trouvais un soir bien lasse, et je m'étais endormi au milieu des tourments d'un trouble intérieur intense. Je me vis en rêve, en train de marcher le long d'une grève interminable, et le bruissement sempiternel des vagues sur les brisants, leur agitation sans fin, me jetèrent bientôt dans le désespoir. De toute mon âme, je désirais imposer le silence à la mer, l'apaiser de force. C'est alors que je vis s'avancer, marchant parmi les dunes,
un homme, de haute taille, coiffé d'un chapeau mou. Il portait un large manteau et tenait à la main un bâton et un grand filet. Un de ses yeux était caché par une grosse boucle de cheveux qui pendait sur son front. Lorsqu'il s'arrêta à ma hauteur, l'homme déplia son filet et il y prit la mer, qu'il étala devant moi. Je regardais entre les mailles du filet et, horrifié, je voyais la mer mourir lentement devant mes yeux. Un calme inquiétant s'étendait autour de moi. Les algues, les bêtes et les poissons pris dans le filet prenaient lentement une teinte brunâtre et un aspect fantomatique. En larmes, je me jetai aux pieds de l'homme, l'adjurant avec véhémence de rendre sa liberté à la mer, car je savais à ce moment que l'agitation, c'était la vie, et que le calme signifiait la mort. Alors l'homme déchira le filet et libéra l'océan, et lorsqu'à nouveau j'entendis les vagues mugir et se briser, je sentis en moi une joie délirante, et je m'éveillai. Dans ce rêve, on assiste à la conquête d'un désir et d'une reconnaissance. Il y a une rythmique plus vitale et plus profonde qu'un simple processus logique, sans doute. Ce qui est intéressant dans le commentaire de Foucault, c'est qu'il y voit l'espace d'une assomption éthique, d'un réveil à nos rêves. Éthique, le passage du mouvement de l'existence mis en œuvre dans le rêve à ce mouvement de liberté, rendre sa liberté à la mer et se sentir du coup plus libre soi-même, dont Freud insiste pour dire alors, ce mouvement de liberté, qu'il est radical. Le rêve, écrit Foucault en commentaire de ce que je viens de vous lire, c'est le monde à l'aube de son premier éclatement, quand il est encore l'existence elle-même et qu'il n'est pas déjà l'univers de l'objectivité. Rêver n'est pas une autre façon de faire l'expérience d'un autre monde. C'est pour le sujet qui rêve la manière radicale de faire l'expérience de son monde. C'est comme si la liberté la plus radicale advenait donc pour Foucault au moment où le monde autre du rêve se révèle comme le monde même. Et comme si inversement, le monde même de notre vie éveillée se révélait à l'altérité fondamentale du monde autre qui n'arrête jamais de nous traverser. Là où Binswanger a privilégié dans son texte spontanément les rêves de chute, là où Binswanger délègue aux grands oiseaux, les aigles, les milans, vous savez, comme dans le fameux rêve analysé par Freud de Léonard de Vinci, comme s'il déléguait aux oiseaux le privilège de l'envol ou du rapt dans les airs, Foucault, lui, insiste sur la joie inhérente à tout sujet qui s'envole, tout sujet soulevé. Plus conservateur politiquement parlant que Foucault, Binswanger n'hésitait pas à interpréter le fantasme du mouvement d'envol comme une possibilité de s'égarer. Il appelait ça la présomption. Mais Foucault, en revanche, de façon assez hegelienne d'ailleurs, pense tout cela comme un soulèvement du sujet, comme une subjectivation, comme la transformation d'un sujet d'assujettissement, ce que Hegel, grosso modo, appelait l'en-soi, au sujet de la liberté, ce que Hegel appelait le pour autrui. Le pour autrui où se développera pour Foucault ce qu'il appellera plus tard le souci de soi. C'est ce qu'on voit dans les représentations de l'espoir. Ici, Giotto, commenté d'ailleurs magnifiquement par Walter Benjamin dans un geste proche de celui du fameux commentaire du Angelus Novus de Paul Klee. C'est ce qu'on voit de façon plus politique chez Goya. C'est lorsque le sujet se donne des ailes à lui-même, qu'il n'a pas évidemment. L'échec est toujours proche, mais il essaye de s'envoler tout seul, quoi. Il essaye de prendre son envol, comme on dit. Il est frappant que ces problématiques de la subjectivité, du rêve et de la liberté reviennent exactement, mais exactement, 30 ans plus tard, dans la pensée du dernier Foucault. Dans Subjectivité et vérité,
il est question des rapports entre subjectivité, vérité et rêve. Le rêve, écrit Foucault, c'est un principe d'ailleurs que peu de cultures ignorent, constitue pour la vérité une surface d'affleurement, dit-il. C'est l'idée que le sujet qui est enchanté par le rêve, eh bien en fait, il est au lieu de sa propre vérité, que le rêve dirait quelque chose comme une vérité du sujet. Non seulement le rêve est l'autre de la vie vigile, mais encore les images qu'il met en mouvement tendent bien souvent vers la temporalité d'une réelle existence, d'une vie autre. C'est pour ça que dans ces séminaires-là, Foucault parle de l'onirocritique, les vieilles sciences du rêve de l'Antiquité. Il les associe à ce qu'on appelle les aphrodisias, c'est-à-dire les techniques de plaisir de l'Antiquité, chez les épicuriens, chez les stoïciens, etc., et qu'il aboutit finalement à cette idée de l'art de vivre. Ces arts de vivre qui étaient donc des techniques, art en grec se dit techne, technai periton bion, les techniques de la vie. Au perpétuel retour donc du rêve dans l'érotisme, qui avait été si important pour Foucault à la lecture des surréalistes, par exemple, avant Bataille, le Nadja d'André Breton, eh bien s'associait désormais le retour perpétuel de la décision éthique, de la dimension éthique. C'est ce qu'on voit dans le séminaire intitulé « Le souci de soi » dans l'histoire de la sexualité, mais dans tous les séminaires qui vont suivre jusqu'au dernier de 1984, où la notion aristotélicienne ou stoïcienne de bios, de vie, va être régulièrement adjointée à la notion qui fait retour dans le vocabulaire du dernier Foucault, une notion revenante, un mot que les structuralistes avaient décidé de ne plus employer, le mot existence. Eh bien, on aboutit, en cette dernière année de la vie de Foucault, à ce texte, en particulier cet entretien qui s'appelle « Une esthétique de l'existence », qui anticipe de pas mal d'années sur ce que Rancière va appeler le partage du sensible, ou ce que Agamben va appeler forme de vie, par exemple. C'est une esthétique qui aura configuré radicalement l'enjeu éthique. Et c'est ça le sens de la conférence que je me permets de présenter devant vous, c'est qu'il y a un enjeu éthique à cette esthétique dès lors qu'elle est liée à la question de l'existence et donc du rêve. L'esthétique doit ici s'entendre à partir du sens que Foucault découvrait dans les années 50 au fil de ses lectures des phénoménologues. Esthétique, c'est un certain mode d'être là sensible, emporté par des sensations, des esthésies. On rêve qu'on s'envole, c'est une esthésie et non pas un symbole simplement. C'est pas un tableau, c'est pas une devinette, c'est une esthésie. Tout cela influencé par des livres majeurs que sont par exemple le livre de Erwin Strauss, Du sens des sens, 1935, dont est extrêmement redevable le livre plus fameux chez nous en France, Phénoménologie de la perception, 10 ans plus tard de Merleau-Ponty. Au bout du compte, Foucault cherchait une phénoménologie ou une anthropologie de l'imagination pour laquelle il fait en quelque sorte un hommage à Gaston Bachelard, de L'air et les songes, où Bachelard mettait en avant le caractère ouvert et évasif, disait Bachelard, évasif, c'est-à-dire qui s'évade, de l'imagination. Bachelard écrivait « Autant dire qu'une image stable et achevée coupe les ailes à l'imagination. Une vraie image, c'est une image qui s'évade. C'est une image qui n'a pas de lieu. Voici que nous sommes donc à mi-chemin du rêve et du poème, Bachelard tentant là de prolonger les intuitions de Binswanger, Binswanger qui parlait d'un psychisme précurseur, qui projette son être, et Bachelard, lui, parlant d'une imagination dynamique
comme une sorte d'amplificateur psychique. Je trouve cette notion magnifique d'amplificateur psychique, notamment à propos, dans ce chapitre entier consacré aux rêves de vol et à la psychologie ascensionnelle, à la métapoétique du vol développée par Bachelard. Bachelard disant qu'un seul poème vaut mieux que toutes les métaphysiques. Un seul poète nous en disant plus et mieux sur le réveil au rêve que tous les psychologues. Foucault, lui, est plutôt un lecteur passionné de Hölderlin, de William Blake, de Artaud, de René Char, de Roussel, évidemment, n'était pas loin de penser que le rêve et l'existence se conjoignent puissamment dans certaines expériences poétiques. Et pour finir, je vous citerai juste un exemple tiré de Henri Michaud. Foucault le cite quelquefois dans le contexte de problématiques où se rejoignent écriture, rêve et folie. Je cite Henri Michaud parce qu'il est évidemment l'un des plus extraordinaires phénoménologues de ce qu'on pourrait nommer le souci de soi en images. Les expériences imaginatives menées sur lui-même avec une attention mais absolument magnifique. Donc chez Michaud, nous sommes sans arrêt dans le réveil au rêve, nous sommes sans arrêt face à ce qui se dérobe, comme il le dit si bien. Il y a un livre de Michaud qui s'intitule « Façon d'endormir, façon d'éveiller ». Dans ce livre, le poète raconte certaines expériences esthésiques, donc visuelles, temporelles, de rêve, où son existence s'apparaît à elle-même, comme dirait Foucault. Mais Michaud le dit encore plus directement. Je cite, « En rêve, simplement je suis. Je vis actuel, un sempiternel actuel. Il n'y a guère de plus tard et juste ce qu'il faut d'auparavant pour qu'il y ait cet à présent que je vis ou auquel j'assiste. » Fin de cette citation-là. Dans le rêve, le rêveur donc existe, même quand il assiste médusé, emporté à sa propre existence. Il lui arrive d'ailleurs de s'envoler. Il y a plein d'exemples dans ce livre de Michaud d'envol. Transport, je cite, transport, c'est également enthousiasme, car la joie que j'ai eue, qui m'a transporté, était si grande que c'était un envol. Cette joie, cet espoir nouveau, c'était les cieux qui s'ouvrent. Celui qui se fait des illusions, souvent, montera au ciel. Vient la nuit, viennent les rêves, vol, au pluriel, vol remarquable, à bien 15 000 mètres de hauteur. Excitant, mais attention, attention. Le rêve serait donc soulèvement. Lui qui se meut dans l'analogue, écrit encore Michaud, il peut tout faire, sauf s'empêcher de rebondir et de sauter d'une image à l'autre. Magnifique. On ne peut pas empêcher un rêve de faire du montage, si je peux commenter ainsi. Dans ce sens, le rêve est constamment espérance, espoir. Boum, boum, boum. J'espère l'image prochaine. Les images bondissent, rebondissent toujours plus loin. Et c'est ainsi que grâce au rêve, Michaud écrit « L'espérance donne des ailes ». Eh oui, tout le monde le sait. D'ailleurs, vous avez vu le Giotto, l'espérance a des ailes. L'espérance a sa force propre, écrit Michaud. Elle est une vertu et accompagne tout être en vie, etc. Mais il va encore faire un pas supplémentaire. Il va modifier les conditions d'existence de ce soulèvement. Il va ne pas seulement être emporté par l'ouragan, il veut devenir l'ouragan lui-même. Et c'est là que Michaud revendique une nouvelle subjectivation, un sens plus radical du rêve. C'est lorsque le rêve se désimplique du sommeil, c'est lorsque le rêve se soulève jusqu'au réveil lui-même et embrasse toute la dimension de l'existant à travers ce que finalement Michaud va appeler des rêves d'éveillé. Avoir un rêve d'éveillé. C'est le rêve de jour, lequel de tout temps fut mon rêve, le rêve qui, sans qu'on dorme, se présente, attiré par le laisser-venir, dans le rythme du balancement et du bercement de l'être.
c'est un remuement de forme, c'est un chant de force. Michaud écrit « On est libre, on est libre, on est redevenu libre, on ne sera plus mené, on ne sera plus assimilé. Il y aura exagération qui est épanouissement du désir, toujours là, d'amplification. » Alors, envisagé sous cet angle, le réveil au rêve serait donc un enfantement de la joie d'exister, qui est avant tout une joie de se soulever. La joie, il y a un très beau livre d'ailleurs là-dessus, sur la spatialité de la joie, c'est le livre de Jean-Louis Chrétien, qui s'intitule « La joie spacieuse ». Vous avez remarqué, quand on est joyeux, l'espace est ouvert. Quand on est triste, l'espace est fermé. Quand on est joyeux, la respiration se fait plus ample. Le corps qui était éventuellement replié avant, eh bien le corps qui n'occupait qu'une petite place dans un coin de la pièce, tout à coup il s'ouvre, il grandit, il bondit, il saute, il danse, il est plus vif dans l'espace. La question de savoir à ce moment-là, quand vous êtes joyeux, si c'est un espace intérieur ou extérieur, cette question n'a plus aucun sens. C'est à la fois intérieur et extérieur. Et il est magnifique, voilà, je serai dans les temps, il est magnifique que Michaud, à la fin de tous ces développements, puisse dire, eh bien dans tous les cas, il s'agit de poursuivre la lutte. C'est comme si c'était une façon politique de parler du rêve. Je vous remercie.